Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. L'appel est arrivé un mercredi après-midi humide à Memphis. J'étais assis sur la véranda, essayant de me concentrer sur une partie de domino avec mon oncle, quand mon téléphone a vibré. C'est le cabinet du docteur Hollingsworth. Monsieur Darnell Clay, les résultats de votre biopsie sont arrivés. Nous avons besoin de vous demain. Le visage de mon oncle s'illumina d'inquiétude, mais je haussai les épaules, faisant comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, mon esprit s'emballait, imaginant toutes les possibilités, du plus bénin au plus dévastateur. Ma femme, Shanae, était à l'intérieur, préparant du thé sucré en fredonnant Anita Baker. Quand je lui ai parlé de l'appel, elle a hoché la tête, levant à peine les yeux de la photo. « On va s'en sortir, dit-elle, mais j'entendis quelque chose de cassant dans sa voix. Je voulais la croire. Le lendemain, nous étions assis côte à côte sur des chaises en plastique dur dans le bureau du docteur Hollingsworth. Les murs étaient d'un vert médical terne qui rendait tout plus malsain. Shanae me tenait la main, si fort que mes articulations me faisaient mal. Les mots du médecin étaient lents, comme s'il les allongeait. Darnell, c'est un lymphome de Hodgkin. Stade 2. Mes oreilles bourdonnaient. Shanae me serra la main, mais ses doigts semblaient distants, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Il commença à m'expliquer les options de traitement, la chimio, peut-être la radiothérapie, mais sa voix s'éteignit dans un vacarme dans ma tête. Shanae fixa le médecin en clignant rapidement des yeux. Quand nous partîmes, c'est elle qui conduisit jusqu'à la maison. Elle n'a pas allumé la radio. Elle n'a pas dit un mot. Cette première semaine a été un véritable tourbillon. J'ai appelé ma mère et mes frères pour leur dire que tout irait bien. Shanae a complètement évité les appels. Elle passait de longues heures au travail, prétextant devoir faire des heures supplémentaires à la poste. Le soir, elle m'apportait des plats à emporter et s'asseyait au bord du lit, feuilletant les messages de son téléphone. Parfois, elle restait simplement à la fenêtre, silencieuse, si longtemps que je me demandais si elle avait oublié ma présence. On se disputait encore plus. Je l'ai harcelée pour rien. À cause d'un repas froid. À cause de sa façon de rester là sans rien faire. Elle ripostait, m'accusant de l'avoir exclue. Mais que pouvais-je lui dire? J'avais peur. Elle aussi. Mais sa peur avait une autre forme. Vive, agitée, prompte à la morsure. J'ai commencé la chimiothérapie au Baptist Cancer Center, en centre-ville. Le premier traitement n'était pas si terrible, mais le deuxième m'a complètement anéanti. J'ai perdu l'appétit et le goût. Shanae devait m'emmener à mon troisième traitement. Mais ce matin-là, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas quitter le travail. « Demande à ton cousin Marcus », a-t-elle marmonné, lassant déjà ses baskets. Ces mots m'ont blessé, mais j'ai hoché la tête, ravalant ma fierté. Marcus est venu me chercher dans sa vieille Impala, mettant du gîte colle à fond pour couvrir ma gêne. « Shanae, c'est bien ?» a-t-il demandé. Regardez-moi de travers. Elle est fatiguée, ai-je menti. Nous le sommes tous les deux. La maison devenait plus silencieuse au fil des semaines. Shanae commençait à rentrer plus tard, parfois avec une légère odeur de vin et de parfum. Elle posait son sac, se versait un verre et se retirait dans son bureau, le téléphone illuminant son visage. Un soir, je l'ai surprise sur le porche, murmurant dans sa cellule, « Je n'en peux plus. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. » Quand elle m'a vu, son regard s'est rempli de culpabilité. Mais elle n'a rien dit, se contentant de me dépasser et de rentrer dans la maison. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Je restais éveillé, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le rire lointain de Shanae. Trop brillant, trop lointain. La chimio est devenue plus difficile. Mes cheveux sont tombés en touffes. Ma peau est devenue jaunâtre et meurtrie. Les jours les plus difficiles, j'avais du mal à me rendre du lit à la salle de bain. Shanae rôdait à distance, sa gentillesse mécanique. Elle renouvelait mes ordonnances, laissait de la soupe sur le comptoir, mais ne croisait jamais mon regard bien longtemps. Un après-midi pluvieux, je me suis réveillé et j'ai trouvé sa valise ouverte par terre, des vêtements jetés sans ménagement. « Où vas-tu » ai-je demandé d'une voix à peine chuchotée. Elle a refermé le sac sans me regarder. « J'ai besoin d'espace » dit-elle doucement. « Je reste chez ma sœur à Nashville pour un moment. Ne m'appelle pas.
Je me suis redressé, la panique montant. Shanae, s'il te plaît, parle-moi. Elle m'a finalement regardé, les yeux brillants de larmes retenues. Darnell, je n'en peux plus. Je ne peux plus te regarder disparaître petit à petit. J'en ai assez d'avoir peur tous les jours. Fatigué de prétendre pouvoir te guérir. J'ai besoin de respirer. Ces mots sont plus percutants que le diagnostic. J'ai essayé de me lever, mais mes genoux ont cédé. Elle a posé sa main sur mon bras, doucement mais définitivement. Puis elle est partie. La porte claqua derrière elle, et la maison parut plus froide que jamais. Les jours qui suivirent se confondirent dans un brouillard de nausée et de solitude. Je l'appelais. 1 fois, 2 fois, 20 fois. Les appels sont tombés directement sur la messagerie. J'ai laissé des messages de plus en plus courts et désespérés, jusqu'à ce que j'abandonne. La maison s'est transformée en mausolée. Nos photos de mariage sur la cheminée, ses pantoufles près du lit, la légère odeur de son parfum qui flottait dans le placard. Ma mère est venue avec des plats mijotés et du gospel, s'occupant de moi comme si j'étais une enfant. Mes frères passaient après la messe, racontant des potins de barbier et des anecdotes sur leurs enfants. Mais quand ils sont partis, le vide est revenu, bruyant, étouffant. Le traitement a continué. Les infirmières sont devenues ma famille. Madame Loretta, à l'accueil, se souvenait combien j'aimais mon soda au gingembre. Monsieur Watson, l'infirmier, me glissait une couverture supplémentaire les matins froids. Je me suis lié d'amitié avec Madame Denise, une enseignante à la retraite qui luttait contre son 3e cancer du sein. Elle m'a appris à jouer au pic pendant les perfusions de chimio, son rire emplissant la pièce stérile de chaleur. Certains soirs, j'appelais Marcus, qui débarquait avec des sachets graisseux de poulet de Gus et un pack de 6, assis à mes côtés en silence quand je n'avais rien à dire. D'autres nuits, je fixais le plafond, traçant les fissures dans le plâtre, aspirant au sommeil. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur dans ma poitrine. Je repensais à chaque dispute, à chaque mot que j'avais dit à Shanae, cherchant le moment où elle avait cessé de m'aimer. Était-ce le diagnostic? Ou s'était-elle évanouie depuis des mois, des années? Avait-elle jamais aimé la vraie moi? Ou simplement l'idée d'un homme qui ne tombait jamais malade, qui n'avait jamais besoin de trop? Parfois, je la détestais de partir. D'autres fois, je me détestais d'avoir besoin d'elle. L'hiver arriva, s'installant sur Memphis, avec son ciel gris et sa pluie glaciale. J'ai terminé ma dernière chimiothérapie la semaine avant Noël. Les résultats de l'échographie étaient prometteurs. Les tumeurs avaient régressé. La rémission était possible. Ma famille a organisé une petite fête. Maman a préparé un crumble aux pêches, et mes frères ont fait griller des côtes levées dans le jardin glacial, tandis que la fumée montait en volute. Shanae n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Son silence est devenu une sorte de réponse. J'ai repris ma vie en main. Mes cheveux repoussés par plaques rebelles. Je me promenais dans le quartier et saluais mademoiselle Willie Mae sur son Porsche. J'ai pris un emploi à temps partiel dans un garage, juste pour me sentir à nouveau utile. Certains soirs, je m'asseyais seul au Bébé King's Blues Club, laissant la musique couvrir ma douleur. La nouvelle de Shanae s'est répandue. On disait qu'elle avait emménagé avec un nouvel homme à Nashville, un homme plus âgé, un commerçant avec une Cadillac flamboyante. J'ai fait semblant de m'en ficher, mais chaque rumeur me rongeait. Je me demandais si elle pensait à moi, si elle regrettait quelque chose. Un après-midi, une lettre arriva, une fine enveloppe blanche sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, écrite de l'écriture bouclée de Shanae. Darnell, je suis désolé d'être parti comme ça. Je sais que je t'ai blessé. J'avais peur, et j'ai tout ramené à moi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en vie. Prends soin de toi. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans le tiroir du haut, sans la lire depuis des semaines. Le printemps a apporté une nouvelle vie à Memphis, les cornouillers fleurissaient, le soleil filtrait à travers les fenêtres. Je commençais à me sentir plus moi-même. Denise, mon amie en chimio, m'a appelé pour me dire que son cancer était en rémission. Marcus m'a présenté à l'amie de sa cousine, une femme facile à vivre nommée Tasha, qui m'a fait rire pour la première fois depuis des mois. Pourtant, quelque chose dans le côté vide du lit, le calme de la nuit, me rendait agité. Shanae me manquait, mais la douleur s'était atténuée pour devenir une douleur familière.
C'était un dimanche chaud et calme de juillet quand elle est revenue. J'étais dans le salon, la fenêtre ouverte, à regarder le match des Tigers, la sueur me coulant dans le cou. La sonnette a retenti, brusque et inattendue. Je me suis relevé du canapé et j'ai ouvert la porte. Shanae était là. Elle se tenait sur le porche, les yeux écarquillés et enfoncés, les vêtements froissés et les cheveux hâtivement tirés en arrière. Elle serra son sac contre sa poitrine comme un bouclier, les lèvres tremblantes. Elle n'attendit pas que je l'invite à entrer. Puis-je entrer, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête et m'écartai. Elle est entrée, lente et lourde, le poids des mois gravé sur son visage. Elle ne s'est pas assise. Elle se tenait au milieu du salon, son regard allant des photos de famille accrochées au mur au sol, partout sauf moi. Finalement, elle parla d'une voix faible mais tranchante. « Je ne suis pas revenu parce que tu me manquais. Je ne voulais même pas revenir. J'ai entendu dire que tu avais survécu. » Je ne dis rien, je la regardais simplement. Mes mains se crispèrent. Elle insista, les mots jaillissant à flots. « Quand tu es tombé malade, j'ai paniqué. Je me suis dit que je méritais mieux, que je n'avais pas signé pour voir quelqu'un d'autre dépérir. Je suis parti parce que je ne voulais pas que ta maladie ruine ma vie. J'étais égoïste. Je pensais pouvoir trouver mieux, et j'ai essayé. Mais tout s'est effondré. J'ai perdu mon travail, mon appartement, l'homme qui, je pensais, prendrait soin de moi. Je n'ai plus rien, Darnell. » Sa voix se brisa. « Je ne suis fier de rien. J'ai juste besoin d'un nouveau départ. J'ai besoin de toi. » Pendant un long moment, je laissais ces paroles planer. J'entendais le ventilateur de plafond, les faibles acclamations de la télévision, ma propre respiration. Elle s'approcha, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, Darnell. Essayons encore. Je n'ai nulle part où aller. Tu as réussi. On peut recommencer. » Je l'ai regardé, puis j'ai vraiment regardé la femme qui m'avait laissé au plus bas. Tu t'es tenue devant moi, non par amour, mais par désespoir. J'ai secoué doucement la tête. Sin, je ne te souhaite que la paix. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Pas après tout ce qui s'est passé. Son visage s'est décomposé et elle m'a regardé avec incrédulité. Tu vas vraiment me repousser après tout ce qu'on a traversé? J'ai hoché la tête. J'ai survécu, mais je ne l'ai pas fait pour toi. Je ne peux pas être ce dont tu as besoin, et tu ne peux pas être ce dont j'ai besoin. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Elle s'attarda un instant, attendant que je change d'avis. Mais je ne changeai pas d'avis. Elle s'essuya le visage, prit son sac à main et sortit. Je refermai la porte derrière elle. La maison était redevenue silencieuse, mais ce silence n'était plus aussi douloureux qu'avant. Ce soir-là, je me tenais sur le porche, l'été de Memphis bourdonnant autour de moi. J'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine. Calme et serein. J'étais seul, mais pas isolé. L'avenir m'appartenait, quel qu'il soit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.